Et donc, je vais appeler donc, Cédric, Cédric Van Appelgem, donc du Seine Hauts-de-France. Cédric, donc, si tu peux partager ton écran, donc ouvrir ta vidéo, ton micro. Yep. Donc, vous avez été, oui, très bien, Cédric. Donc, vous avez été au Seine Hauts-de-France avec vos voisins belges. Donc, à l'initiative en 2016, si je ne me trompe pas, d'un programme Interreg qui nous a tous fait un petit peu rêver, des programmes sur les pollinisateurs. Donc aujourd'hui, vous avez pas mal de recul donc depuis 2016, et donc tu vas pouvoir nous présenter en effet ce programme et ses retombées, bien entendu, dans les espaces naturels protégés. Donc Cédric Van Appelgem, je te laisse la parole. Vous voyez mon écran? Oui, on le voit, ça marche. Ça marche? Parfait. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous relater en fait les résultats, les retombées en fait du programme Interreg qui s'est déroulé de 2016 à 2020 sur sur le secteur des Hauts-de-France et une partie de la Belgique et une partie de Champagne, l'ancienne région de Champagne-Ardenne. Alors, pour rappeler le contexte, c'est donc un programme Interreg. Donc, le principe d'un programme Interreg, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est de créer une coopération transfrontalière sur un sujet, quel qu'il soit, qui rentre dans des axes en fait, de travail du programme. Et le but, c'est de faire des actions ensemble, de partager la connaissance ou de l'information. Donc, les principaux partenaires de ce programme étaient du côté wallon Natagora, qui est un peu l'équivalent d'un conservatoire d'espaces naturels, mais aussi d'une association plus militante type les assos locales en fait, ou régionales ornithologiques, qui jouit en fait un réseau très important, l'Université de Mons, qui était le porteur du projet, l'Université de Liège dans les collaborations universitaires et scientifiques, Naturpunt, qui est l'équivalent de Natagora, mais en néerlandophone, par exemple. Et côté français, il y avait donc le Conservatoire d'espaces naturels, le GON, l'association naturaliste faunistique régionale, Eden 62, qui est un syndicat mixte de gestion des espaces naturels sensibles du Pas-de-Calais, le département du Pas-de-Calais. Et ensemble, donc l'idée qui est germée il y a quelques années, c'était en 2014-2015, c'est d'essayer de développer un programme qui nous permette en fait de travailler sur les pollinisateurs. Donc on se place il y a 6-7 ans où la connaissance et la prise en compte étaient encore moins importantes que maintenant. Et grosso modo, on partait quand même de loin. Et le résultat, en fait, de la présentation que je vais vous faire, c'est pas une recette de cuisine sur comment on prend en compte les pollinisateurs dans les espaces naturels protégés. On n'a pas pu se placer à ce niveau-là. En fait, on était tous très novices sur ces aspects de pollinisation, même si on avait une certaine expérience dans certains groupes, notamment les CIRF, mais pas sur l'entrée pollinisation, notamment dans les espaces naturels protégés. Donc l'idée, c'était plutôt en fait de jeter les bases pour faciliter en fait la prise en compte plus tard en fait dans les espaces naturels protégés. Et on a développé le programme sur 4 axes principaux. Un axe en fait très important que je redétaillerai après, qui me semblait en fait très important, était de communiquer et de sensibiliser le public, tous les publics. Et on verra comment on a pu réussir à faire. Et ne pas se centrer uniquement sur les espaces naturels protégés, mais de sortir en fait de là. Essayer de développer une déclinaison en fait du plan d'action. À l'époque, le plan d'action France Terre de pollinisateurs venait de sortir. Et comme on est très impliqué dans les déclinaisons de certains plans d'action en région, on s'était dit c'est peut-être l'occasion, grâce à ce programme Interreg, de à la fois décliner ce plan d'action et de le faire en transfrontalier, de bénéficier aussi de l'expérience des Belges qui, sur les abeilles, avaient une expérience bien plus importante que la nôtre. De dynamiser en fait des réseaux inexistants, donc créer et dynamiser des réseaux, mais aussi, parce que ce n'est pas en fait que créer du réseau ou sensibiliser, mais c'est aussi d'aller faire des inventaires, d'aller chercher des bestioles. Alors quand je vous disais qu'on partait de loin, le constat a été fait, c'est quand on a commencé à travailler, c'est que grosso modo, dans la tête des gens, le programme SAPOL, c'était de sauver l'abeille domestique. Au début, en fait, quand on a commencé à développer le programme, quand on a commencé à en discuter avant de le déposer, ça se résumait à ça. Et évidemment, c'est pas ce qu'on voulait faire.
Et c'est ce qui nous a incité en fait à développer de manière très très importante des aspects d'ouverture d'esprit, en fait, de découverte des pollinisateurs pour eux-mêmes et centrés sur les pollinisateurs sauvages. Alors, c'est c'est ce qu'on n'avait pas forcément perçu quand on a créé le nom, parce qu'on a parlé de pollinisateurs, mais on aurait dû parler de pollinisateurs sauvages. Et c'était un gros axe en fait de notre travail, c'était d'ouvrir en fait le terme pollinisateur sur sa réalité et notamment sa réalité sauvage. Compte tenu en fait de cette ouverture d'esprit qui était nécessaire, on ne voulait pas se cantonner uniquement aux espaces naturels protégés, même si on l'a fait. Hein, ça représente une surface très, très faible en fait de notre territoire. On a l'habitude de dire que dans les Hauts-de-France, c'est assez dégradé, même si c'est pas complètement vrai. Hein. La photo qui est derrière moi, elle est prise dans les Hauts-de-France. Mais c'est quand même 0,2% de notre territoire qui est en espace naturel protégé, ce qui veut dire quasiment rien. Et l'objectif était de toucher à la fois les citoyens, les élus, les gestionnaires, mais les acteurs locaux, à tous ceux qui rendent en fait cette gestion possible. Donc ça a été très très présent. Et ma présentation va être axée sur les productions du programme et de voir quels ont été leurs impacts, en tout cas attendus et réels sur, sur nos objectifs. Donc j'ai commencé en fait par les actions qui étaient très grand public. Et une des actions en fait qui a très bien marché et qui a donné des très bons résultats, c'était la création sous la houlette d'Eden 62 d'une superbe expo sur les pollinisateurs qui a tourné dans toutes les régions concernées par le programme SAPOL et qui a pu toucher plus de 42 000 visiteurs, ce qui est avec notre expérience, on a trouvé très très positif. Donc c'était à la fois quelque chose d'informatif, mais aussi quelque chose de très interactif. L'idée initiale, c'était que ce soit pas seulement les adultes qui ont envie d'y aller, mais aussi les enfants, grâce en fait à tous ces outils interactifs, et que ce sont les enfants qui vont emmener les adultes. Il y avait des livrets qu'on pouvait emmener, il y avait des petites goodies, des cahiers de coloriage et compagnie. Il y avait énormément de choses en fait pour pouvoir attirer les gens. Et même si les volets néerlandophones et belges francophones ont attiré encore plus de monde que les volets français, ça a quand même globalement très bien marché et c'était une belle réussite. Et on peut s'appuyer là-dessus en fait grâce au terme SAPOL qui a commencé à être connu grâce à ce genre d'outils, raccrocher les gens sur l'ouverture et sur la connaissance en fait des pollinisateurs sauvages et leur diversité, s'apercevoir qu'il n'y a pas que l'abeille domestique. Ça a vraiment bien marché. Une autre vue en fait de l'exposition. Des autres outils en fait qui ont été développés, ce sont à la fois pour sensibiliser le public, qu'ils puissent l'emporter, mais aussi comme des outils d'animation, des outils en fait de sortie de visite guidée. Hein. Il y a plus de 250 actions de sensibilisation qui se sont déroulées sur les 4 ans, avec, comme vous le voyez, des clés très simplifiées pour ouvrir les gens en fait sur la diversité des insectes pollinisateurs ou même des insectes. Hein, s'apercevoir que il y avait énormément de personnes qui confondaient abeilles, cirfes, mais bourdons dans tous les sens. Des gens qui nommaient des cirfes des bourdons. Enfin, et cette clé, en fait, a extrêmement bien marché. On a été très vite en rupture de stock. On a dû en diffuser énormément. Et ça a été un bon vecteur, en fait, d'ouverture l'esprit, en fait, sur la diversité des pollinisateurs. Les posters qui ont été réalisés très tôt, ils étaient moins destinés au grand public, même si les gens en voulaient, c'était très intéressé parce que c'est joli, il y a plein de photos. Et ça a aussi très très bien marché auprès des agents des collectivités et des techniciens pour décorer leur bureau. Et mine de rien, ça paraît un peu anecdotique, mais ça lui permet de mettre en mémoire en fait que la diversité des pollinisateurs, c'est pas en fait que quelques espèces. Et il y a un grand panel en fait de formes d'espèces très différentes, et ça a quand même plutôt bien marché pour avoir une écoute sur les projets que concernent les pollinisateurs dans les discussions avec les partenaires, quelles que soient les collectivités ou l'Adréal ou le conseil régional. Encore une attraction grand public qui était volontairement tournée sur quelque chose qu'on pouvait faire chez soi. C'était à l'image en fait des refuges LPO pour les oiseaux, c'est de faire un refuge pour les pollinisateurs, même si le terme refuge a pu être un peu décrié parce que en tout cas, c'était rendre le jardin accueillant pour les pollinisateurs. Donc, il y avait plusieurs outils. Un des premiers outils, c'était de définir une charte, c'est-à-dire on envoyait une charte à toutes les personnes qui étaient intéressées via le site internet.
Et il remplissait des engagements qu'il voulait bien se donner. Il y avait une liste d'engagements, il fallait en remplir un certain nombre. Grâce à ça, leur jardin était labellisé charte pollinisateur. Ils recevaient un petit kit avec un autocollant, des guides, des informations. Et au fur et à mesure du programme, on a créé des fiches pour les aider. Alors, on ne se doutait pas en fait qu'on aurait un succès aussi important. Il y a plus de 1000 jardins en fait dans toute la région transfrontalière qui se sont retrouvés adhérents à cette charte de refuge pour les pollinisateurs. Et on a été faut dire, on a été un petit peu débordé par le succès. À l'heure actuelle, en fait, il va falloir qu'on rebondisse pour pouvoir continuer en fait à surfer sur cette belle réussite. Et donc, oh, pardon, il y a une diapo qui passe pas. Bon, mais c'est pas grave. En parallèle en fait de ces fiches, il y avait des exemples en fait que j'ai dû enlever de fiches pour aider les gens à accueillir du bois mort, à créer une mare ou juste des petits abreuvoirs, comment semer une prairie fleurie. Une des dernières actions qu'on a eu du mal à faire aboutir, qui est la création d'une mallette pédagogique à destination des animateurs ou des enseignants, avec tout un tas d'ateliers qui étaient destinés à à ouvrir, enfin à créer des animations pour les scolaires sur la découverte des pollinisateurs, sur leur diversité, sur la fonctionnalité, sur comment on leur donne à manger, comment on leur offre le gîte. Et tous ces éléments-là, toute cette mallette et tous les documents que je vous ai présentés avant sont tous téléchargeables sur le site internet de SAPOL. Donc vous pouvez tout recréer et tout est en libre accès. Alors, évidemment, les petites sculptures en fait, que vous voyez ne sont pas téléchargeables, mais elles sont assez faciles à reproduire. Il y a tous les éléments pour pouvoir s'en saisir. En parallèle en fait, de ces actions de sensibilisation et destination plus du grand public, qu'il soit scolaire, qu'il soit en fait, des techniciens ou qu'il soit du citoyen pur, il y avait aussi un outil qui au départ était à usage interne, des développements d'un VDMECOM sur la pollinisation. Sa volonté, c'était de créer une base de communication pour tous les partenaires du projet, pour qu'on parle tous de la même chose. Et quand on nous pose une question, on propose une réponse qui soit cohérente et similaire. Donc on se basait en fait sur toutes les connaissances qu'on avait pu acquérir chacun de notre côté, sur le vrai, le faux, sur les chiffres clés, sur qu'en est-il de la pollinisation, des pollinisateurs et compagnie. On nous a mis ça dans un document et on se l'est partagé pour pouvoir répondre de manière rapide et cohérente en fait à toutes les sollicitations qu'on pouvait avoir. Donc ce document à usage interne, il y a vocation aussi après à ce qu'on le diffuse pour, pour apporter des éléments et notamment éviter en fait les fake news ou les fausses informations qui peuvent se diffuser sur toutes les interactions plantes pollinisateurs, sur les interactions avec les abeilles sauvages et compagnie. Sachant que c'est un document qui a besoin d'être actualisé régulièrement vu l'avancée des connaissances, mais c'est une bonne base. En tout cas, ça nous a beaucoup servi et ça a contribué à avoir une image assez positive en fait du programme auprès des partenaires, et notamment des journaux. Un gros volet en fait central sur le programme était la déclinaison du plan national d'action de France Terre de pollinisateurs, pour lequel Serge nous a accompagnés, qui a duré assez longtemps parce que c'est un travail avec les Belges, avec les Belges néerlandophones qui ont des fonctionnements un peu différents, des réseaux qui sont différents. Et l'idée était vraiment a été d'interroger tous les acteurs, de les faire participer, de les sensibiliser, de les inciter à porter des projets. Et on rentre maintenant dans une phase opérationnelle après ce programme SAPOL. Et la plupart des acteurs se sont vraiment investis et prennent en charge des actions. Les chambres d'agriculture qui sont très investies et qui veulent contribuer, mais de manière positive, hein, sans vouloir freiner en fait les actions. C'était une réussite en fait, qui a été difficile à obtenir, mais qui est une vraie réussite. Et il se lance à l'heure actuelle, grâce au soutien de l'ADREAL maintenant, comme une déclinaison officielle du plan national d'action. Je vois que l'heure tourne, je vais me dépêcher. Un des derniers volets qui a été la dynamisation des réseaux des connaissances. On partait du constat qu'on avait très peu de connaissances en fait sur les abeilles. En Belgique, une très bonne. En France, une très mauvaise. On avait un vieux catalogue qui datait des années 50 et depuis, quasiment plus rien. Et on a axé sur
plusieurs volets. Un des volets, en fait, c'était le développement de réseaux de bénévoles et de salariés qui pouvaient participer, pour essayer de les inciter à aller chercher des abeilles. Donc, on avait plusieurs outils. On leur diffusait des fiches espèces tous les mois pour leur dire, bah, tiens, c'est ce mois-ci pour aller chercher cette espèce-là. Regardez, elle ressemble à ça, vous la trouvez là, à telle période, quelle est son écologie, quels sont les principaux trucs pour la déterminer. En général, on choisissait des espèces qu'on pouvait déterminer sur le terrain. Ça a permis de faire participer plus de 5000 personnes en fait, aux observations durant ces 4 ans du programme. On a inventorié plus de 580 nouvelles localités pour les abeilles ou pour les cirfes. Et en parallèle, on a développé des formations pour les professionnels ou pour les bénévoles. Il y a plus de 600 personnes qui ont été formées, à la fois sur différents niveaux. Ça allait en fait de la formation reconnaissance de terrain, où on allait jusqu'où on pouvait aller, mais aussi des formations labo, avec des formations sur comment excusez-moi, sur la loupe binoculaire, quoi. Et donc, ça nous a permis de faire remonter 41 000 espèces qui ont été vérifiées et observées en conditions labo, mais plusieurs dizaines de milliers d'observations en parallèle. En parallèle, en fait, pour dynamiser ces réseaux et ces observateurs, dynamiser les connaissances, on a contribué à faire émerger des clés de détermination. Donc, des clés de détermination terrain, comme vous voyez là, sur la gauche, où on peut réussir sur le terrain en manipulant un minimum les abeilles à déterminer au moins le genre en fait sur le terrain des femelles. C'est un outil qui a été développé par les partenaires Natagora et Naturpoint qui était vraiment très efficace. On a traduit une clé néerlandaise qui couvre grosso modo une partie du nord de la France et toute la Belgique pour les cirfs. C'est une clé de terrain qui peut permettre d'accéder à d'assez bonnes déterminations pour une partie des taxons. On a contribué à faire émerger une clé des genres de cirfes des France qui est en cours de publication. On a eu quelques retards de mise en page. Et ça a permis, entre autres, aussi de publier un atlas des bourdons de Belgique et du nord de la France avec une connaissance en fait, qui s'est énormément développée grâce à ces programmes. En Belgique, ils avaient déjà une très bonne connaissance, mais en tout cas, dans le Nord-Pas-de-Calais et les Hauts-de-France, ça a été une explosion très importante. Enfin, et j'aurais fini, c'était ce volet en fait, de participation des programmes, c'était de partager une base de données de localisation des espèces, cirfes et abeilles principalement, sur la totalité du périmètre en fait, du programme Interreg, c'est-à-dire les Hauts-de-France, une partie de Champagne-Ardenne et la Belgique. Et on s'est partagé la totalité de nos observations et chacun en fait a une copie de cette base de données pour pouvoir s'aider sur la distribution des espèces, sur leur phénologie, enfin d'avoir des informations brutes. Sur la partie droite en fait, de la diapositive, vous voyez en fait l'évolution de la connaissance en fait, des bourdons, donc des années 50, des années 2000, 1950 à 2000 en Belgique, on voit les travaux en fait, des bénévoles, notamment de l'Université de Mons. Et à la fin, la dernière diapo, c'est vraiment le résultat du programme SAPOL. On a quasiment, on n'a pas tout couvert, mais on a très bien couvert en fait, au moins les départements du Nord-Pas-de-Calais et une bonne partie du département de la Somme. Donc c'était un des super résultats d'un point de vue purement naturaliste et scientifique. Les perspectives, c'est grâce à ça, en fait, on a réussi à prendre des contacts, notamment avec l'Université de Lille, qui commençait à travailler sur le réseau d'interaction plantes-pollinisateurs dans le cadre du GDR Pollineco. Et on a développé des nouveaux programmes là-dessus, notamment dans Canada Life, où on étudie les réseaux d'interaction de plantes-pollinisateurs pour essayer de développer des indicateurs d'évaluation de ces réseaux. On met en œuvre en fait le plan d'action. On a développé des partenariats, notamment avec l'Observatoire des abeilles et l'OPI, pour continuer à faire valider nos observations qui étaient faites avant dans le cadre du programme SAPOL grâce aux partenaires, pour continuer à nous améliorer et à capitaliser sur les connaissances qu'on a pu acquérir et sur les compétences des salariés qu'on pu acquérir sur les cirfes et les abeilles. Et on continue avec les partenaires du projet à faire vivre les actions, et notamment en fait, le terme SAPOL, qui est devenu tellement connu grâce à la communication qui a été faite, la sensibilisation qui a été faite, et qui est assimilé dans la tête des gens à la préservation des pollinisateurs. Et du coup, l'idée, c'est presque d'en faire une marque et une labellisation des actions pour pouvoir faire perdurer cette prise de conscience en fait, des pollinisateurs. À l'heure actuelle, dans la tête de nos partenaires, préserver les pollinisateurs sauvages qui ne sont pas les domestiques, c'est devenu en fait quelque chose de normal en fait. Ils ne se posent plus la question sur la nécessité, ils ne se posent pas la question non plus de remplacer ça par des ruches. Et ce qui est déjà en fait une belle réussite, même si évidemment il y a toujours des programmes d'action qui sont par rapport à ça, mais de moins en moins, et en tout cas de manière plus consciente par rapport aux interactions avec les abeilles sauvages. Je vous remercie. Merci Cédric.
Donc, on est impressionné par par ce programme-là, et ça suscite pas mal de réactions. Notamment, plusieurs personnes se demandent est-ce qu'il est possible d'emprunter l'exposition? Ça Alors, a ouais, reprise. l'exposition, donc elle est, comment elle elle est diffusée en fait par Eden 62. Alors, il y a deux possibilités, effectivement, on peut les contacter pour éventuellement pour l'emprunter, et ça, c'est à voir directement avec leur service, mais c'est toujours possible. Il y a une formation qui est nécessaire en fait pour pouvoir pour pouvoir l'utiliser à son plein. Par contre, il y a aussi tous les éléments pour éventuellement aussi la reproduire. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est possible de réaliser maintenant qu'elle est sortie, le programme est terminé, on n'a plus d'obligation de la faire tourner uniquement dans le périmètre du programme Interreg. D'accord. Écoute, on imagine qu'il y aura pas mal de demandes vu les réactions dans le chat. Laurent, d'autres réactions? J'ai l'impression qu'elles sont nombreuses. Oui, il y a une autre question de Carole Birk sur la disponibilité du Vademecum sur le site internet, mais je ne crois pas que ce soit disponible. Non, il n'est pas encore disponible puisqu'on avait encore un peu d'actualisation à faire, mais on va essayer de le rendre disponible le plus vite possible. Effectivement, il avait pas vocation au début à être diffusé en large, mais il était surtout à vocation à être utilisé entre les partenaires. Mais comme on était plutôt satisfait, on disait que c'était un bel outil et on voulait le diffuser. Mais pour l'instant, il n'y est pas encore, mais on va essayer de le faire rapidement. Pour l'instant, le site internet, il tournera encore pendant 2 ans. Et après, en fait, la totalité des informations ou des outils ou des téléchargements, on va les rapatrier en fait sur le site internet du Plan national d'action Hauts-de-France, qui est en train d'être créé en fait avec l'Adrial, et tout sera disponible de nouveau là. Mais on mettra une information dessus de toute façon. Ok, Dominique Maléco s'interroge de savoir si le programme aurait fonctionné sans les capacités des Belges sur le montage des projets européens. En fait, dans la mise en œuvre du programme, effectivement, on cherchait un partenaire en fait costaud en fait sur les aspects abeilles sur lesquels nous on était d'étanches. Et effectivement, sans ça, c'est pas possible. Mais c'est le principe d'un programme européen. Il faut trouver une complémentarité, et c'est pour ça qu'il a été accepté aussi, quoi. C'est-à-dire que c'était la complémentarité entre les expériences et les compétences qui a fait que le programme a été accepté à ce niveau-là, quoi. Mais non, en tout cas, c'est sûr que sur le niveau abeille, sans eux, on n'aurait pas atteint ces objectifs-là, c'est sûr, quoi. Ok, merci. Je n'ai pas d'autres questions sur le chat. Oui, donc n'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole. Hein, je vous la donnerai, ou donc bien sûr à utiliser le chat. Hein. Ça semble être le plus facile pour la plupart d'entre vous. Je voulais te demander, Cédric, vous ne prévoyez pas un nouveau Interreg suite à toute cette dynamique, parce que là, vous avez vraiment enclenché une forte dynamique avec vos voisins. Se centrer peut-être sur des actions de conservation? En fait, c'était notre objectif initial, c'est-à-dire que ce programme Interreg-là devait être un starter pour lancer un deuxième programme Interreg pour mettre en œuvre en fait le programme d'action. Parce qu'on sait très bien qu'il n'y a pas énormément de financement pour mettre en œuvre les plans d'action. À la fin en fait du programme Interreg, il y a un programme live qui s'est monté aussi avec Natagora, qui était impliqué dans un autre programme, et ils ont eu la possibilité de monter un programme Interreg, on va dire Flandre-Wallonie, ce qui marche aussi, pour travailler dans leur pays en fait sur des actions du plan d'action avec les parcs régionaux, parcs naturels régionaux. Enfin, c'est l'équivalent des parcs naturels régionaux. Donc, c'est un programme qui va durer 2-3 ans. Nous, on va essayer de pérenniser en fait les actions, les principales actions, notamment d'animation de réseau, du plan d'action et les partenariats avec l'université. Et on va continuer la sensibilisation pour pouvoir redévelopper un programme Interreg d'ici 1 ou 2 ans sur la nouvelle programmation, parce que la programmation s'arrête, la programmation actuelle, Interreg 5, pour pouvoir monter un nouveau programme Interreg pour essayer effectivement de repasser le démultiplier sur certaines actions. D'accord, merci Cédric. En tout cas, je pense que ta présentation a suscité beaucoup de réactions et va inspirer beaucoup de monde pour lancer des programmes dans sa région. N'hésitez pas à aller consulter le site. On a essayé de mettre un maximum d'informations à télécharger. Il y a notamment tous les plans de la mallette, il y a tous les posters, les plaquettes et compagnie. Si vous avez besoin de documents plus complets,
il n'y a pas de problème pour les reproduire in extenso et de reclaquer votre logo parce que vous en avez besoin par rapport aux financeurs et compagnie. Les documents sont réutilisables à volonté. Il n'y a aucun problème. Très bien. Merci Cédric.